Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de 7-8 Débat. 10 €, c'est ce que vous coûtera un paquet de tabac d'ici à la fin 2020. Une hausse programmée et progressive, 3 € en 3 ans. Et ça augmente dès l'année prochaine. C'est l'annonce du gouvernement et de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a, comme ses prédécesseurs, placé la lutte contre le tabagisme comme une priorité de santé publique. La nocivité du tabac n'est plus à démontrer. C'est 78 000 décès par an en France. Fumer tue. Pour autant, augmenter le prix du tabac, est-ce la solution pour dissuader les consommateurs? Répression ou prévention, c'est le débat du jour. Et avec nous ce soir en plateau, Dorothée Baird, psychothérapeute et médecin tabacologue. Face à vous, Jean-François Vigoureau, président de la Fédération des Yvelines, de la Confédération des buralistes, et vous êtes vous-même buraliste à Maurepas, et Renaud Nadjaï, président du syndicat des pharmaciens des Yvelines. Bonsoir à tous les trois, bienvenue sur ce plateau. Alors avant de commencer le débat, je vous propose de visionner ensemble un micro-trottoir réalisé par Axel Doebel et Patrick Jacques de Dixmude. Très bien, écoutez, si ça peut inciter les gens à ne pas fumer, ce sera une très bonne chose. Non, je ne crois pas. Pourquoi ? Je ne crois pas. De toute façon, les fumeurs, ils vont fumer. Les fumeurs assez récents, peut-être que ça peut les dissuader. Et ça peut même dissuader des jeunes de ne pas commencer à fumer, en fait. Ça dépend, je les ferais peut-être venir de l'étranger. On est deux à fumer, donc arrêter du jour au lendemain, c'est compliqué. Je vois la logique par rapport à pousser les gens à moins fumer si c'est plus cher. Je ne sais pas si c'est la meilleure des idées, peut-être d'autres moyens, prévention, je ne sais pas. De toutes les façons, un fumeur reste un fumeur. Même si on hausse le prix, tout ça, c'est pas facile d'arrêter de fumer. Il faut arrêter de fabriquer. Tout à fait normal. Ça coûte tellement cher à la société, ce tabac. Le problème, c'est que ça va augmenter le trafic de tabac, quoi. À l'époque du franc, c'était pareil. On pensait qu'à 20 francs, les gens allaient arrêter de fumer. Finalement, ils continuent. Je trouve que c'est une très mauvaise chose. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne va pas empêcher les gens de fumer. Et si c'était vraiment si néfaste que ça, on n'augmenterait pas les prix, on l'interdira tout simplement. Donc je pense qu'il y a un petit peu d'hypocrisie dans l'affaire. Voilà, le débat est lancé. Alors cet homme qui nous dit « ça ne va pas dissuader, quel que soit le prix, un fumeur reste fumeur ». Jean-François Vigouroux, vous êtes buraliste, une profession qui est opposée à cette augmentation. Depuis quelques années, le prix du tabac ne cesse d'augmenter. Est-ce que l'augmentation a dissuadé les consommateurs, a dissuadé vos clients ? L'augmentation dissuade l'achat dans le réseau officiel, surtout. Comme le disait la personne interrogée sur le trottoir, c'est que les gens vont se fournir autrement. Donc, et je tiens à dire déjà qu'on n'est pas contre une santé publique, une politique de santé publique, mais je ne pense pas que ça sera avec l'augmentation du prix qu'on aboutira à arranger le phénomène, surtout chez les jeunes. Vous avez remarqué dans votre commerce, à vous, peut-être une diminution du nombre de clients? Oui, depuis... Une diminution. À chaque augmentation, bien sûr, on sent une diminution. Mais bon, ça revient. Mais je vous dirais que j'ai, comme commerce, c'est une brasserie. Et c'est la première année que je m'aperçois autant de paquets de Marlboro sérigraphiés et Marlboro achetés à l'étranger. Alors, sur les marchés, le commerce transfrontalier et marché parallèle, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Dorothée Baird, certains de vos patients ont-ils décidé d'arrêter de fumer, justement, à cause de cette augmentation du prix du tabac? Oui, c'est une motivation très importante, à plusieurs titres. D'abord parce que c'est l'occasion de parler du tabac. Ça, c'est un premier bienfait de cette annonce et de cette mesure. D'autres personnes, effectivement, je vous rejoins, sont effrayées par le prix. Alors moi, je vois plutôt les gens, effectivement, qui ont décidé du coup de prendre en charge leur santé, leur portefeuille et leur vie, en fait, et d'essayer de transformer ça dans une vie sans tabac. Je rejoins ce qui a été dit aussi par les différentes personnes qu'on a vues là sur le micro-trottoir. On peut travailler sur effectivement l'identité du fumeur. Est-ce qu'un fumeur reste un fumeur? C'est une question, c'est une vraie question. Et ça se travaille au niveau santé publique, c'est vrai. Ça se travaille surtout au niveau individuel avec la personne. Et vous, avec vos patients, c'est ce que vous faites? Moi, avec mes patients, c'est ce que je fais. Je fais vraiment un bilan de qu'est-ce qui les motive. Donc l'entrée en matière peut être l'augmentation du prix du tabac. Mais vous avez eu une augmentation, justement, peut-être un nombre plus de patients
Dans... Il y a régulièrement des augmentations, ça vient par vague, et l'augmentation du prix du tabac en est une. Donc oui, il y a eu une augmentation récente. Je ne pourrais pas vous donner les chiffres parce que je ne les ai pas. Ça se regarde sur une plus longue période, bien sûr. Mais oui, toute annonce concernant le tabac motive les gens à venir consulter, à s'occuper. Et vous avez déjà des gens qui viennent pour une rechute ou Il y a aussi des gens qui viennent pour une rechute, bien sûr. Oui, la rechute fait partie du processus d'arrêt. Le processus d'arrêt, c'est pas une seule fois et ça marche ou ça marche pas. C'est parfois un travail de longue haleine, d'où l'intérêt. Et c'est vraiment aussi se rendre service quand les patients reviennent pour une rechute, c'est qu'il reste une motivation et que c'est pas un échec. Pour un fumeur âgé, c'est essentiel de se faire aider. Par contre, je pense qu'en France, il faut qu'on ait plus de prévention. Un peu comme en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils ont droit au paquet sérigraphié, enfin aux normes européennes. Il y a plus pour les jeunes. Ils ont plus de jeunes que nous et ils ont moins de fumeurs. Donc quelque part, et le prix est moins cher. Donc encore une fois, c'est pas le prix qui celui qui a envie de fumer, il fumera. Et nous, ce qu'on se bat, c'est pour le trafic. Alors Renaud Nadjei, sur la prévention justement, quel est le rôle des professionnels de santé comme vous dans cette décision d'augmenter le prix? Oui, merci. Alors d'abord dire que l'augmentation du prix n'est qu'une des variables de l'enjeu et du programme national de réduction du tabagisme. Il y a aussi l'éducation, notamment à travers des photos. Il y a aussi l'interdiction des jeunes de moins de 18 ans. Il y a aussi l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou dans les entreprises. Enfin bon, je crois que c'est un ensemble d'éléments qui fait, et puis ne pas oublier aussi la prise en charge du sevrage tabagique en règle générale à hauteur de 150 € par an, qui peut être aujourd'hui, par contre ça nécessite une prescription à part identifiée, etc. Et que les infirmiers, les kinés, les chirurgiens dentistes, évidemment les médecins, les sages-femmes, et les sages-femmes avec un domaine plus étendu que leurs propres patientes, peuvent prescrire un sevrage tabagique, et évidemment que le pharmacien, au premier rang, a, à travers un arsenal thérapeutique important, un certain nombre d'éléments pour accompagner cette décision, qui est une décision difficile, qui est une décision compliquée à tenir dans le temps. Je parle en connaissance de cause, et que effectivement, on doit tous, dans le cadre de notre attachement notamment au compte de la santé publique, accompagner ce mouvement, et puis aussi pour vivre mieux et avoir une santé plus importante. 78 000 morts par an, 13 millions de fumeurs, 80% de causes du cancer du poumon, 17 cancers impliqués à travers cette cigarette que l'on inhale. Donc il y a un vrai sujet, et qui devient un sujet réellement de société. Et oui, tous les professionnels de santé sont engagés sur cette prévention et cet accompagnement, dont le pharmacien, évidemment, mais aux côtés de nos collègues médecins, bien évidemment. Alors justement, cette femme qui déclare, ça peut dissuader les plus jeunes. Alors effectivement, rendre le produit moins séduisant avec un paquet à 10 €, des images choquantes sur les paquets de cigarettes. Avec ça, est-ce qu'on peut éviter la première cigarette dès le plus jeune âge? Ça peut décourager. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Enfin, c'est-à-dire que si les parents fument, si tout le monde fume, à côté de ça... il y a un peu du mimétisme. Oui. Donc il faut vraiment que ça soit, je vous dis, l'éducation, mais l'éducation, c'est pas l'école, c'est aussi les parents. Donc, parce que l'école, c'est l'instruction, et l'éducation, c'est les parents. Donc je pense qu'il faut montrer le bon exemple. Vous voyez beaucoup de jeunes venir acheter... Le problème, c'est que des fois, c'est même les parents qui achètent des cigarettes pour les enfants. Donc, ça fait partie de l'éducation dans tous les domaines d'âge, effectivement. Et pour les jeunes, ce qui est difficile, c'est qu'ils ne sont pas très sensibles, ou moins sensibles, on va dire, que le reste de la population au message de santé. Ils ont la vie devant eux, c'est normal, et ça fait aussi leur charme et leur dynamisme et leur élan pour aller de l'avant. En même temps, toucher leur portefeuille, ça, c'est un message par lequel ils peuvent être touchés. Alors, avant d'être impactés, ils sont déjà touchés par la communication. Et effectivement, c'est un vrai handicap pour les jeunes d'être freinés dans leurs dépenses. Ça, c'est une chose. À mon avis, c'est les parents qui payent. Alors, ça peut être beaucoup les parents qui payent.
N'empêche qu'à un moment donné, plus on intervient tôt, jeune sur la santé de quelqu'un, plus on a des chances que d'abord, soit il n'entre pas dans le tabagisme. Comment on fait ça? C'est effectivement une question compliquée. Et deuxièmement, c'est qu'on peut arriver à travers un sevrage de cette jeune personne à essayer de garder son capital santé du mieux possible, réduire les frais, etc. Enfin voilà, tout ce qu'on a vu. Vous avez beaucoup de jeunes patients Non, j'ai très peu de jeunes. J'ai quelques jeunes qui viennent. Ceux pour lesquels montrent le plus de motivation, c'est ceux qui ont déjà une difficulté de santé, liée ou pas au tabac, mais pour lesquels le tabac peut aider, le sevrage du tabac peut aider, par exemple, à une cicatrisation, à une guérison, etc. Ou un asthme, quelque chose de chronique, où effectivement le tabac a un impact direct. Mais non, les jeunes qui viennent directement pour arrêter de fumer sans autre motivation, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a régulièrement des tentatives, donc c'est déjà ça. Le mois sans tabac, là, on est cette année à la 2e édition, au mois de novembre. Ça porte ses fruits, ce type d'initiative? Écoutez, le mois sans tabac, oui, globalement, c'est une réussite. Il y a eu 620 000 kits qui ont été distribués. Alors, les kits, il ne faut pas non plus se tromper, c'est un conseil par jour sur un mois pour ne pas avoir envie de fumer ou avoir une bonne raison d'arrêter de fumer. L'augmentation du prix, alors il y a 180 000 inscrits sur le site dans le cadre et 3 000 partenaires. Donc c'est pas rien, c'est sa 2e édition et je trouve que ça va plutôt bien. Il y a la journée sans tabac aussi, c'est au mois de mai. C'est le 31 mai, oui. Voilà. Ouais. Et je crois que là, ce que je regrette sur le mois sans tabac, c'est que l'on ne soit pas, en tant que professionnel de santé, plus impliqué en amont et que l'on puisse organiser les choses et que, voilà, encore une fois... Et comment est-ce que vous organisiez on l'apprend par la presse, Dieu merci, vous êtes là, et que donc après, on est sollicité par les uns et les autres, et ce serait bien que l'on soit un petit peu plus dans cette démarche-là. Et je voulais dire que la meilleure façon d'arrêter de fumer, c'est de ne pas commencer. Et donc, que l'éducation il me semble, dans tout ça. voilà, et il me semble aussi qu'il est important de remarquer une chose, c'est que les plus jeunes aujourd'hui critiquent les plus âgés de fumer. Oui. Dans leur acte de fumeurs, voilà, les jeunes, les plus jeunes aujourd'hui, je crois que ça commence. J'en sais rien, mais en tout cas, ça fait partie de leur gène. Ça, le fait de jeter un mégot qui pollue l'environnement, on entend régulièrement « mais papa, mais maman, ne fais pas ci, ne fais pas ça, fumer c'est pas bien, arrête de fumer ». Ça, c'est régulier aujourd'hui. Donc je crois que il y a une prise de conscience et c'est bien. Donc on a réussi sans aucun doute l'élément essentiel de la lutte contre le tabagisme qui est que les futurs consommateurs sont de moins en moins enclins à être consommateurs. Et ça, je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, il reste tout le reste à faire. Encore une fois, vous savez, un avion qui se crache, c'est mondialement un problème. Là, le tabac, en France, c'est un avion tous les 2 jours. Un avion tous les 2 jours. Donc voilà, à un moment, il faut quand même mettre les choses comme elles sont. Voilà. Oui. Je rejoins effectivement les différentes choses qui ont été dites sur l'augmentation du prix du tabac seul ne résout pas tout. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est un ensemble de mesures. Ce que vous disiez, c'est le message qui rentre progressivement dans l'état d'esprit général et notamment des jeunes vis-à-vis de leurs parents. On peut espérer qu'ils vont l'appliquer à eux-mêmes. Tant mieux, ça commence à se généraliser. C'est un travail, de longue haleine. Donc effectivement, sur des générations, alors on commence à voir la première génération de ce genre de mesures. Et deuxièmement, il n'y a pas qu'une seule mesure, il y en a plusieurs. Vous en avez cité un certain nombre. Il y a le mois sans tabac, il y a toutes ces sensibilisations qui font que petit à petit, et mis bout à bout, il va y avoir une efficacité. Et l'efficacité, encore une fois, se mesure à relativement court terme sur le nombre de fumeurs ou de personnes qui ont arrêté de fumer à un instant T. Donc il y a régulièrement des études qui sont faites, des enquêtes. Et deuxièmement, se mesure à beaucoup plus longue échéance sur le nombre de patients qui sont malades et qui meurent finalement, parce que le critère principal, c'est le nombre de morts par an liés au tabac. Ça met un certain temps à être mesuré, en fait. Alors, beaucoup se demandent si c'est le rôle, c'est à l'État de jouer ce rôle, justement, d'inciter les Français à arrêter de fumer. Vous êtes d'accord, pas d'accord sur ça? Écoutez, le rôle de l'État, c'est d'essayer d'améliorer la santé de l'ensemble des citoyens
et que là-dedans, on est bien, enfin, il y a des tas de mesures qui sont prises dans un certain nombre de domaines. Regardez la vaccination grippe, on est en pleine période. Là aussi, c'est quand même une prise en charge par la protection sociale. Oui, la santé publique, c'est quand même un rôle régalien de l'État, évidemment. Et évidemment que l'on doit, les uns et les autres, qu'on se doit d'accompagner ce mouvement-là. Jean-François Bigourou, je vous vois Alors, réagir. notre président nous avait dit que dans son programme, c'était le paquet à 10 € qu'il voulait, il l'a mis, mais il avait quand même parlé d'harmonisation des prix de l'Europe. Le problème, c'est que quand vous allez avoir un paquet à 10 € en France et qu'il est à 5 €, on va dire, en Espagne ou au Portugal, qu'allez-vous faire? Est-ce que lorsque vous êtes en vacances dans le Pays Basque, vous n'allez jamais en Espagne? Vous n'avez jamais été en Espagne acheter une bouteille d'alcool, jamais été faire un plein en Andorre, jamais acheté des cigares ou des cigarettes? Qui peut le dire aujourd'hui? Même pas moi. Donc, je ne pas été en Andorre encore. On doit envoyer. Justement, c'est une vraie réalité. Je veux dire, le problème, il est là. Le problème, c'est pas de taper sur le buraliste en lui disant on va lui mettre à 10 €, on va perdre 5000 buralistes d'ici 2020. C'est pas là. C'est-à-dire que la distribution du tabac est très réglementée en France et beaucoup moins. Vous allez en Belgique, c'est les supermarchés du tabac. Allez-y un dimanche, vous allez voir, ils ressortent avec des sacs énormes. Et ils font quoi? Ils viennent en France se fumer en France. Et s'ils sont malades, c'est qui paye? Je suis d'accord. Le report risque de se faire sur les autres pays, notamment les zones frontalières ou les moments où on part en vacances. Ça, c'est une chose. D'un autre côté, si on ne commence pas quelque part, bien tirer les petites ficelles déjà qu'on a à portée de main. On va dire que c'est l'Europe, mais... Après, oui, certainement. Mais on peut pas. Le problème, on peut pas mettre un paquet à 10 € au Portugal, alors que le SMIC, il est à 500 €. Comprenez, je veux dire, voilà, l'Europe a ses limites. On peut pas. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on peut pas. Et justement, avec ça, quelle réponse on peut apporter aux consommateurs endurcis entre guillemets? Consommateur endurci, alors d'abord c'est quoi un consommateur endurci? Est-ce que c'est quelqu'un qui croit que c'est pas possible? S'il croit que c'est pas possible, c'est que déjà il a dans l'idée... Qui ira acheter son paquet de cigarettes en Espagne, si le prix augmente, s'il arrive à 20 € par exemple, admettons, en France, il continuera à fumer. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle réponse sanitaire on apporte Alors une réponse sanitaire, c'est toujours pour le plus grand nombre. C'est jamais 100%. Malheureusement, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la liberté individuelle qui fait que on consomme pas certains produits, on se fait du bien, du mal. Voilà, c'est très général ce que je dis. Et le tabac en fait partie. Donc effectivement, je vous rejoins. Tant que le tabac restera la seule drogue légale en France, avec l'alcool, pas tout à fait la même addiction, oui, ça restera un problème et on ne peut agir que sur le plus grand nombre. La santé publique, c'est agir sur le plus grand nombre et au bénéfice du plus grand nombre. Alors, il y a cet homme qui dit dans le sujet, ça coûte cher. Alors, le coût sanitaire et social serait estimé à 120 milliards d'euros. Ça coûte cher, mais ça rapporte aussi, non? 14 milliards. Et justement, est-ce que c'est légitime alors de voir cette augmentation avec une approche budgétaire plutôt que sanitaire? Budgétaire, avant sanitaire? Alors là, on dit avant parce que depuis la rentrée, c'est la première mesure et c'est peut-être aussi la première mesure de ce gouvernement-là. Je suis d'accord. Après, effectivement, il y a des rapports de Cour des comptes, les 2 derniers rapports notamment, qui disent que seul, oui, ça peut avoir un impact, mais de toute façon, il faudrait idéalement que le bénéfice engrangé par l'augmentation de ces taxes sur le tabac soit mis au profit justement de plus de prévention, plus de santé, plus d'actions plus directement liées à la santé. Vous pensez que ça sera fait? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est dit. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? C'est comme tous les rapports officiels. Vous dites, il ne faut quand même pas oublier, il y a plus de 85% qui revient à l'État, quoi. Donc il est là. Je sais bien. Donc vous voyez, c'est pas bon. Je sais bien. Maintenant, de la même façon, je suis convaincue que si on ne commence pas quelque part et qu'on la jette l'éponge, on n'ira nulle part. Pourquoi il y a beaucoup plus de fumeurs en France que dans d'autres pays européens? Vous savez, on dit 14 milliards qui revient à l'État. N'oublions pas que le même État en face, il y a facteur 10, 14 milliards de recettes pour 120 milliards de dépenses. Je pense qu'il y a quand même un problème. Donc à un moment, il va falloir quand même régler ce problème qui est un véritable problème pour nous tous. Non, mais dans ces cas-là, c'est vrai qu'il faut interdire le tabac. Ça serait la meilleure solution. Je crois qu'il est interdit pas mal d'endroits, là, aujourd'hui. Oui, non, mais il faudrait l'interdire complètement. Voilà, à la limite, pourquoi pas? Est-ce que ça éviterait 100% la contrebande? Justement, il y a cet homme aussi dans le sujet qui dit qu'il faut arrêter de fabriquer et il pointe une certaine hypocrisie de la part de l'État. C'est un produit dangereux, d'accord. Pourquoi ne pas aller jusqu'à l'interdire? Qu'est-ce que vous pensez de cette perspective purement hypothétique d'interdire le tabac?
ça ne changera pas grand-chose. Il y aura toujours des cancers. La liberté individuelle, il faut la défendre. Et que interdire pour interdire, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Regardez, les drogues dures sont interdites, la consommation existe. Le problème, c'est de faire prendre conscience à l'ensemble des personnes, et notamment aux consommateurs, que finalement, leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. Voilà, et que cette consommation-là, et tout à l'heure on partageait avec Dorothée, si vous me permettez, avant l'émission, qui disait « tout médecin, si le patient n'est pas avec moi, je ne peux rien ». C'est magnifique. Il faut être au moins deux. Les soignants seuls ne pourront rien, l'État seul ne pourra rien. Il faut qu'à un moment, on soit à l'initiative. Et en parlant des jeunes, je crois qu'on est dans cette démarche-là et qu'il y a une prise de conscience collective. Alors ça durera un certain temps, mais après tout, qu'est-ce qu'on est par rapport à l'humanité, nous, avec nos 80 ou 100 ans d'espérance de vie, rien. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi avec nos enfants par les effets que aujourd'hui on ne mesure pas sur cette consommation de tabac. C'est ça le vrai sujet. Combien est-ce que ça coûte les patchs et autres substituts pour aider à arrêter de fumer en moyenne? Beaucoup moins cher que la consommation du tabac sur un mois. Alors de mémoire, on est aux alentours, les patchs, aux alentours de 30-35 euros. Donc vous voyez que sur une période, pour un mois de traitement, donc on est à peine à un tiers du coût du tabac. Donc le problème, encore une fois, c'est pas ça. Je crois qu'à un moment, voilà, alors, duquel vous pouvez retirer en plus la prise en charge qui est faite par la protection sociale. Donc justement, je crois qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour que le prix ne soit pas un frein, ne soit pas un obstacle. Voilà, donc le tabac n'est pas remboursé. Là, il y a 150 € par an d'accompagnement. Donc ça couvre pas tout, mais après tout, c'est aussi une décision individuelle que de se protéger et protéger sa propre santé et celle de son environnement. Le fumeur ne fume pas tout seul. Il fume dans une pièce où il peut y avoir des personnes âgées, des enfants, le conjoint ou la conjointe qui n'ont rien demandé à personne et qui un jour vont développer une maladie à cause du monsieur ou de la dame qui a fumé dans la même pièce. Donc je crois que c'est du civisme aussi tout ça. Voilà, et on est bien dans un mouvement qui doit être un mouvement de la société tout entière. Alors il y a eu la cigarette électronique. À un moment, c'est peut-être un effet de mode qui est un peu passé, non? Ou ça a aidé? Non, ça tente à revenir. Oui. Avec les augmentations successives, il y a des périodes de mode qui reviennent. Bon. Mais ça fonctionne chez certains. Oui, c'est ça. D'autres font un peu les deux, et d'autres n'y arrivent pas. Maintenant, on verra dans quelques années s'il y a des méfaits, qui seront certainement pas les mêmes en tout cas. Maintenant, on verra si les problèmes sont au même endroit, sur les poumons. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, comme vous dites, on ne connaît pas les méfaits. On sait, d'après des études chimiques, qu'il y a moins de substances toxiques dedans. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de monoxyde de carbone, parce qu'il n'y a pas de combustion. Après, comment se déplacent, en fait, les consommations, ça, c'est une chose. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la vapoteuse, justement pour se distancier de la cigarette, vraiment. Donc, la vapoteuse n'est pas aujourd'hui un outil médical ou de santé utilisé dans le sevrage tabagique. Moi, je ne le prescris pas, bien évidemment. Ceci dit, les personnes qui viennent et qui me demandent de quoi il s'agit, comment ça se passe, est-ce que je peux m'en servir, j'ai commencé, voilà ce que j'en pense, je les soutiens dans leur démarche, parce que leur démarche de fond, c'est je veux arrêter, je cherche un moyen. Et la vapoteuse est un moyen, donc je ne vais certainement pas les décourager, comme les personnes qui me parlent d'hypnose ou d'autres choses, qui n'est a priori pas quelque chose de 100% médical au départ, ou qui peut être fait par d'autres que des professions médicales. C'est de toute façon quelque chose qui est nécessaire et utile, en tout cas pour cette personne à ce moment-là. Et la vapoteuse, pour moi, c'est plus qu'un phénomène de mode. Alors oui, il y a des vagues, je suis d'accord avec vous. Effectivement, il y a différentes générations de vapoteuses où régulièrement on rentre dans un cycle, et tiens, si j'essayais ce nouveau modèle, ou cette nouvelle technologie, il y a beaucoup de techno derrière, donc ça peut plaire aussi de ce côté-là. Mais c'est plus qu'une mode, c'est aussi réellement pour certaines personnes de l'aide. Et de toute façon, moi je considère que c'est déjà une prise de distance par rapport au tabac, et qu'ensuite, gérer les autres difficultés, éventuellement les transferts de difficultés qui sont du coup transférés sur la vapoteuse. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec cette interrogation-là et qui sont réellement dans cette situation.
On le gère plus tard. On a le temps pour gérer ça. De la même façon, les gens qui me disent non, moi les patchs, j'en veux pas, je veux pas tomber d'une addiction dans une autre. Alors, d'abord, on n'est pas addict aux patchs, mais par contre, on a le temps de s'en occuper après. Donc voilà, donc la vapoteuse, c'est comme ça que je l'intègre et c'est comme ça que en tout cas que j'en entends parler dans mes consultations. Oui, non, mais c'est pas négatif. Et complètement, oui. Non, c'est pas négatif. Beaucoup de buralistes aussi qui sont, il y a certains qui vendent aussi, donc qui sont aussi. Un mot de conclusion pour la fin. On fait un tour de table. Je vais commencer par vous, Monsieur Vigoureau. Un mot de conclusion sur cette thématique. Écoutez, on attend de voir les chiffres du paquet à 10 € sur le réseau. On espère qu'on ne va pas trop souffrir, parce que, surtout avec tout ce qui est trafic, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que depuis le début de l'année, il y a 45 camions de Logista qui ont été braqués. Et donc ça a disparu. Donc tout ça, c'est du trafic en amont. Et donc c'est aussi des ventes qui ne sont pas faites chez nous. Donc entre le marché parallèle, la contrebande, voilà, pour nous c'est très compliqué. Ronan Adjaï. Écoutez, moi je suis résolument engagé sur l'accompagnement et la défense de la santé publique. Donc tout ce qui ira dans ce sens-là. Évidemment, la lutte contre le tabac, la vaccination, le dépistage, la prévention, l'accompagnement sur la nutrition, etc. Je suis pour. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai envie que mes enfants et mes petits-enfants vivent dans un monde meilleur que celui que j'ai vécu. Un monde meilleur, ce sera le mot de la fin. Je suis désolée, on n'a plus le temps. Merci à tous les trois, merci d'être venus sur ce plateau. Fin du 7-8 débat consacré ce soir à la hausse du prix du tabac. L'émission est à revoir sur notre site internet et à commenter. Vous le pouvez sur les réseaux sociaux. Bonne soirée et à la semaine prochaine.